Écoute, écoute. Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Luc Demenac, professeur émérite à Sciences Po, directeur de recherche au CERI et grand spécialiste de la Chine. Nous sommes au lendemain du 19e congrès du Parti communiste chinois, qui a été présenté comme le sacre de Xi Jinping, qui devient le maître absolu. Il y a même eu des comparaisons en disant qu'il se mettait dans les pas de Mao Tse-tung. Est-ce que Xi Jinping vous paraît réellement, au sortir de ce congrès, comme l'homme fort, sans aucune distance possible de la Chine, et comme, deuxième question, comme du coup l'homme le plus puissant du monde, puisqu'il a la tête de la puissance montante? Oui, alors d'abord, est-ce que c'est une victoire de Xi Jinping? Oui, mais je vais expliquer ensuite que c'était pas bien difficile et que, en revanche, les vrais problèmes sont pour plus tard. Alors, incontestablement, c'est une victoire, et c'est une victoire dont les révélations actuelles, ou tout simplement le travail des chercheurs qui font ce qu'ils doivent faire, tout ce travail-là permet de comprendre l'ampleur, disons, et la joie, l'ampleur de cette victoire et la joie que doit éprouver Xi Jinping, parce que ce que l'on est en train de comprendre, c'est qu'en fait, Xi Jinping était le fils de quelqu'un qui s'appelait Xi Jongsun. Et Xi Jongsun était l'ennemi juré de Deng Xiaoping. Xi Jongsun était probablement le seul guérillero qui avait une conception des droits de l'homme. Et il n'aimait pas assassiner, il n'aimait pas incendier, et Deng Xiaoping, c'était l'exact inverse. Et ils se sont engueulés tout ce qu'ils pouvaient, jusque même, surtout, pendant le grand bond en avant, qui avait entraîné une famine terrible, où le dit Xi Jongsun s'est jeté dans la bagarre pour sauver un peu le maximum de gens, alors que Deng Xiaoping laissait filer. Et pourtant, les deux ont été victimes de la grande révolution Ben oui, culturelle mais prolétarienne. pas Deng Xiaoping s'en est sorti, et s'en est sorti parce qu'évidemment, entre salopards, pardonnez-moi, entre salopards, ils se comprenaient bien. Mao aimait beaucoup Deng Xiaoping, il n'aimait pas Xi Jongsun. Et Xi Jongsun, lui, n'est pratiquement pas revenu, et c'est son fils, il a placé tous ses espoirs sur son fils et sur sa fille. Alors là, parenthèse sur les hommes et les femmes en Chine. Le garçon était bien, mais un peu balourd. La fille était absolument géniale. Et elle a conduit son frère pendant tous ses débuts, disons. Mais Deng Xiaoping veillait, et il a été barré jusqu'à la fin des années 90. Et à la fin des années 90, il s'est allié au gang le plus important en Chine, qui était Shanghai. Et donc, c'est ce qu'il faut comprendre ça, disons, parce que ça vous fait, comment dire, à ce moment-là, ça s'éclaircit, disons, la trajectoire, disons, de Xi Jinping, et aussi la joie qu'il a éprouvée, parce que ça a été terrible ce qu'il a subi véritablement. On l'a mis dans des endroits pas possibles, enfin véritablement, il était au fin fond des Cévennes, si je puis dire, chinoise. Donc, Xi Jinping, lui, avec sa sœur, ont établi, ont construit, disons, un pouvoir tout à fait remarquable qui s'appuie sur Shanghai, et qui s'appuie aussi sur toute une série de costauds. Alors ça, c'est le premier point, c'est véritablement la victoire, disons, d'une longue trajectoire, et celle qui continue d'ailleurs à tirer les choses, c'est la femme. Mais en Chine, les femmes ne peuvent pas jouer un rôle connu, disons. Alors ça, c'est le point. Et vous voyez d'emblée que c'est que la place de Xi Jinping est largement dépendante de Shanghai et, disons, de la Chine des côtes. Shanghai, Canton, ce sont des citadelles, disons, qui sont représentées au comité permanent et au bureau politique maintenant. Mais ce qu'il y a par ailleurs, c'est que la politique en Chine, c'est pas seulement comment dire, c'est pas seulement 2, 3 forteresses, c'est également ce que les dirigeants estiment
gagner, disons, de la croissance économique et aussi quand ils mettent la main dans l'argent, dans les flots, disons, d'argent. Alors c'est là, disons, que je contredis à partir de maintenant, c'est mon deuxième point, je contredis complètement comment dire, le triomphalisme, espèce de triomphalisme de la presse, le journal Le Monde, les radios, etc., etc. La vérité, c'est que tout dépend du maintien d'une croissance, et c'est-à-dire d'une fourniture régulière de beaucoup de sous. Et cette croissance future vous paraît remise en cause? Vous pensez qu'il y a des nuages qui sont au-dessus de l'économie chinoise? Absolument. Ça peut pas durer, c'est clair, et ils le savent. Ils le savent, et à l'heure où je vous parle, ils sont en train de se creuser la tête, parce que, comment dire, s'il n'y a pas d'argent, alors dans ce cas-là, il n'aura plus sa majorité au comité permanent et au bureau politique, et s'il n'y a plus d'argent, alors là, les gens ne seront pas contents. Alors quelles sont les raisons qui viendraient ralentir la croissance chinoise, et dans quelle proportion cette croissance serait ralentie? Alors cette croissance, elle est très fragile parce que les prix ont monté, et donc la puissance exportatrice de la Chine n'est plus aussi brillante qu'elle l'était, mais c'est aussi et surtout le fait que les gens travaillent moins maintenant, que il y a des disputes, qu'il y a et que le numéro 2 de là, ils ont un extraordinaire financier, qui est attendez, j'oublie toujours son nom, qui est un type extraordinaire, qui s'appelle Li Keqiang. Li Keqiang n'a qu'une chose contre lui, c'est qu'il est très malade, et il faut on le réveille, etc. Et il dit comment il faut jouer à la bourse, etc., etc. Les prix montent, les gens veulent moins travailler, les disputes se multiplient entre les provinces entre les provinces, entre les grandes firmes, et le pouvoir brillamment maintenu par Xi Jinping, brillamment je dis, ne pourra pas rester indéfiniment indépendant des grands blocs, Shanghai par exemple. Comment voulez-vous faire travailler Shanghai et Canton en même temps? Déjà, moi, je me rappelle, dans les années 70, avoir assisté à une bataille au coup de feu, une véritable bataille rangée entre Shanghai et la province voisine. C'est quelque chose qui ne peut pas durer, et que les dirigeants avouent, et ils le savent. Donc, il y a une évidence le taux de croissance, même s'il n'y a pas de catastrophe, le taux de croissance va diminuer. Mais dans quelle proportion? Est-ce que ça sera l'éclatement de la bulle spéculative comme au Japon il y a 25 ans, ou déjà, les dirigeants, quand on parle avec eux, ils reconnaissent, disons, que le 6, quelque chose n'a pas de sens. Vraisemblablement, et c'est déjà magnifique, c'est un 5%. C'est déjà bien. Mais est-ce que ça vous paraît de nature à remettre en cause le sorpasso, le fait que la Chine dépasse en termes de PIB l'économie américaine d'ici une ou deux générations? On n'en sait rien. Normalement, non. Sauf que, encore une fois, l'accumulation de la puissance des des disputes des grandes entreprises, les bagarres entre provinces, un de ces jours, il va y avoir quelque chose. Dieu merci, ils ont ce Li Keqiang, ce numéro 2 du comité permanent, qui est probablement la meilleure assurance, disons, pour l'avenir. Je crois que c'est pas possible parce que aussi les gens travaillent moins, ils veulent plus travailler, et en tout cas ils veulent être mieux payés. Enfin bref, la Chine est en train de passer à une autre définition, si je puis dire, et cette autre définition, à mon avis, ne pourra pas autoriser, disons, une croissance qui dépasserait 1 ou 2%.
Vous voulez dire en fait que finalement il y a aussi des citoyens chinois, une société civile chinoise qui se fait entendre et que donc il n'est plus possible de mener à la baguette comme une grande armée de réserve Absolument. du capitalisme international. Oui. Et je voudrais recommander à tous ceux qui m'écoutent là, je voudrais leur recommander une expérience qui est dans le train, dans le TGV, d'interroger les Chinois qui de plus en plus nombreux visitent la France. Et vous verrez que la différence entre ces gens-là et ce qu'étaient les Chinois et c'est magnifique d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années et maintenant extraordinaire. Bah, il y a 20 ans, il ne venait pas en France déjà. Oui. D'une part, et d'autre part, que quand il venait, et je pense là, parce que j'avais rencontré quelqu'un qui est maintenant au comité permanent et qui est francophone, qui est Wang Runing, et j'avais rencontré Wang Runing, et Wang Runing était comme ça, il n'osait pas donner son avis sur telle ou telle chose. Ils sont tous déchaînés, ils ont des opinions sur, et d'ailleurs en général assez bien vues, hein, sur la France, ça vous êtes formidable, là vous êtes vraiment nul, vous vous en sortirez pas, etc., etc. La Chine est en train de changer et je crois inévitable que donc, eh bien, elle aille moins vite. Est-ce Voilà. que vous pensez donc qu'il y a une société civile et que les images que l'on voit quand même très fréquemment dans la presse d'un peuple opprimé, sans aucun espace de liberté, comment feriez-vous l'analyse du degré d'autonomie des citoyens chinois dans un système communiste? C'est une très bonne question et très difficile. Ce qui est sûr, c'est que les gens ne travaillent plus pour n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que ils sont souvent, disons, ils s'agitent contre leurs dirigeants. Ce qui est sûr, c'est qu'ils pensent le plus grand mal de leurs dirigeants politiques. Jusqu'où ça peut aller, ça dépend beaucoup des possibilités. Il y a eu, près de Canton, il y a une dizaine d'années, véritablement des révoltes. Pour l'instant, non. Et c'est je pense que ce qui va être le plus important, c'est qu'ils vont travailler moins, ils vont demander plus d'argent, et ben voilà, ils vont coûter plus cher. Il y a une vingtaine d'années, on avait eu un entretien ensemble pour la revue Oui. L'Iris. Vous mettiez en avant les risques, peut-être pas de sécession, mais d'éclatement, la difficile cohabitation entre les zones côtières Ouais. Ouais. opulentes et la partie continentale. Depuis, régulièrement, les Mm. dirigeants chinois Mm. disent publiquement également que leur inquiétude, c'est le taux de différence de Mm. croissance entre Mm. ces deux Chines. Est-ce que cela vous paraît toujours un problème Euh, majeur et est-ce qu'il y aurait des risques d'éclatement ou de sécession? ça reste un problème, mais ce problème me paraît avoir été en partie, disons, conjuré, parce que tout simplement, ben voilà, l'industrialisation a porté ses fruits, parce que les gens achètent, parce qu'il y a des grands magasins, donc je crois que là, c'est à mettre cette espèce d'intégration progressive de la Chine de l'intérieur à l'économie chinoise en général est à mettre à l'actif, disons, du régime. En revanche, d'un autre côté, c'est toute la population qui maintenant, comment dire, a de plus en plus son opinion et a ses problèmes. Quels sont ces problèmes-là? Il y en a deux principaux. Un, l'argent, et deux, l'épouse du fils, je vais m'expliquer, et trois, pour voyager, j'oubliais, il y a un troisième. Bien, le deux, c'est que la Chine, maintenant, elle n'a plus qu'un enfant mâle et donc un enfant mâle. Et maintenant, eh bien, il y a des marchés aux femmes j'ai été là, sur les frontières, y compris, d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les Chinois lâchent pas la Corée du Nord, c'est à cause du marché aux femmes, hein. Elles sont bonnes, hein, ils les préfèrent aux vietnamiennes, etc., etc. Ce sont des choses qui se disent là-bas, hein, vraiment. Donc, quand même, ça ferait une catastrophe. Bon, donc, le premier point, c'est ça. L'argent, la fille, la L'épouse femme, du fils. l'épouse du fils, et troisièmement, voyager. Et pour voyager, il faut de l'argent, et voire même arriver à caser un membre de la famille aux États-Unis. C'est ça que l'on veut. C'est là qu'on voit que quand même, il reste à faire beaucoup. Comment dire,
ce goût pour les États-Unis, cette folie des États-Unis montre bien la limite, disons, des succès, parce que là, il n'y a pas à douter que si on donnait à 100 Chinois la possibilité d'aller aux États-Unis, 98,9 ou 99,9 iraient, évidemment. Qu'est-ce qui les fascine aux États-Unis, alors que la Chine n'est plus le pays sous-développé qu'elle fut? La paix du voisinage. Il n'y a pas le comité du parti. Le comité du parti n'a rien de communiste, mais il vous surveille. Voilà. Il n'y a pas de... là-bas, vous êtes libre, vous pouvez faire votre petite Chine. C'est ça qui est extraordinaire. Aller aux États-Unis, c'est pas devenir seulement américain, c'est devenir chinois aux États-Unis. Vous voyez, c'est-à-dire finalement d'être encore mieux chinois qu'en Chine. Vous voyez, et ça, c'est fondamental. Mais donc, à vous écouter, il y a quand même beaucoup de nuages qui s'amoncellent au-dessus de la tête de la Chine et de ses dirigeants. Et donc, est-ce que vous iriez jusqu'à remettre en cause le scénario accepté généralement en disant que la question n'est pas de savoir si la Chine dépassera les États-Unis, c'est de savoir quand est-ce qu'elle le fera? Est-ce que ce dépassement vous paraît remis en cause? Je crois qu'on n'en sait rien. Et il y a en tout cas la menace, en tout cas les dirigeants chinois sont extraordinairement attentifs. Eux savent la vérité. Et ils savent que la catastrophe n'est pas loin. Mais c'est pas certain et on ne sait pas quand. Est-ce que Xi Jinping vous paraît sérieux dans la lutte contre la corruption? Est-ce que c'est un problème qui vous paraît être en mesure, si tel est d'être réglé, d'être combattu efficacement? Est-ce que c'est un vrai combat ou un moyen d'éliminer des concurrents? Oui, c'est surtout un moyen d'éliminer les concurrents. Et quand ceux qui ont éliminé les concurrents deviennent eux-mêmes trop forts, alors on se sert du prétexte de la corruption pour les liquider. Récemment, tous ceux qui avaient financé la campagne, enfin la montée, disons, de Xi Jinping ont été chassés et accusés de corruption. Comment voyez-vous la cohabitation ou la relation, la nature des relations entre les dirigeants politiques et ces grands milliardaires? On pense à Jack Ma, à ceux qui sont à la tête d'empires. Quel est leur degré d'autonomie par rapport au pouvoir politique? Les mondes politiques et économiques, à la base et au milieu, sont extraordinairement combinés, disons. Et souvent, les familles fonctionnent comme des sociétés par action, et ces sociétés-là organisent la poussée dans telle partie de l'économie, et d'autre part, les combinaisons politiques. Ces relations sont des relations d'abord par famille, les familles, ensuite par famille sociale, et ensuite par origine géographique, et enfin alors là pour ceux qui sont vraiment très hauts, alors il y a ceux qui sont proches de Xi Jinping, il y a ceux il y a des véritables petits partis à la vérité, hein. Alors il y a par exemple Shanghai. Je prends je vous analyse le comité permanent, c'était très simple. Vous avez 3 Li Keqiang et 2 autres qui fonctionnent ensemble, hein, qui sont donc le patron et ses collaborateurs directs. Il y a ensuite 2 personnages considérables, 3 même considérables, 2 Shanghaïens, j'insiste, un Cantonais qui est un costaud des Batignolles et qui est très très fort. Eh bien, tout cela, disons, tous ces gens-là ont des réseaux sur lesquels ils s'appuient. Par exemple, Shanghai, c'est Shanghai et c'est la côte, disons, jusqu'à Canton. Avec Canton, ça change. Canton, c'est la côte méridionale et aussi le sud-ouest. Et il y a aussi des provinces qui délèguent des gens au bureau politique, comme par exemple le fameux Sichuan, S-I-C-H-U-A-N, qui disons, ont véritablement ma foi, des représentants à Pékin. Et d'ailleurs, quand vous visitez bien, si vous visitez bien Pékin, il y a de véritables ambassades. Vous avez des ambassades, outre, c'est pas seulement leur représentation officielle, mais vous avez des ambassades politiques des grandes provinces, plus
des ambassades, des gros morceaux, des grandes sociétés ou des grandes entreprises sont également là. Et tout ça, c'est un monde qui gravite et qui est très chaud, disons. Mhm. Est-ce que Xi Jinping s'est fait le chantre de la globalisation à Davos? La Chine passe pour le bon élève de la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que tout ceci vous paraît de l'affichage ou est-ce qu'il y a une réalité? Ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est créer un espace extrême oriental qu'ils domineront. Ça, c'est clair. Hein. Et cet espace implique la construction de cet espace, implique l'affaissement de l'influence japonaise, implique que là, ils visent en fait beaucoup la Corée du Sud. Hein. Corée du Sud, ça est actuellement dans la vision, dans la visée. La Corée du Sud a des meilleures relations avec la Chine qu'avec le Japon. Oui, voilà. Et la Corée du Nord est finalement le pays, enfin bon, il y a le Vietnam, avec lequel la Chine a le plus de difficultés. Je pense que les gens sérieux, disons, les analystes sérieux le savent. Et puis alors ceux qui vraiment résistent, qui ont un culot d'enfer, c'est les Vietnamiens. Ils sont extraordinaires, écoutez, mais ils sont extraordinaires. Savez-vous une chose, simplement pour montrer que tous les Chinois le savent, mais les étrangers ne le savent pas. Il y a les hôpitaux psychiatriques de la Chine du Sud sont remplis de gens qui sont rendus fous par les combats qui avaient eu lieu dans les années 80 et 90. Et là, ils vous disent, moi j'ai été comme ça, j'ai visité là, et ils me disent, mais vous savez, les Vietnamiens, mais c'est incroyable comment ils se battent. Donc eux, ils ont peur de rien. Il y avait une réunion récemment du plus haut niveau, etc., sur la définition de la frontière, etc. Ils sont partis, ils ont dit on en a marre, non, ça nous intéresse pas. Vous voyez, c'est le Vietnam. Alors ils veulent dominer par la mer également. Alors la Philippines, c'est pas difficile, mais leur influence croît du côté de la Thaïlande, du Bangladesh, etc. Et est-ce que Trump ne leur fait pas un cadeau en renonçant au traité transpacifique? Par sa politique, ils étaient partis pour en fait lutter contre la Chine. Quelle est votre analyse des relations bilatérales Pékin-Washington? Oui, moi je ne sais pas s'il y a une politique américaine. C'est quand même incroyable, hein, parce que ils ont essayé, ils donnent l'impression d'avoir essayé un petit peu toutes les politiques. Et finalement, chaque fois, la Chine, à chaque phase, disons, la Chine de chaque phase, la Chine a profité pour se donner plus d'importance. Et je crois que le poids économique de la Chine plus le poids politique de la Chine font que actuellement les États-Unis connaissent en Extrême-Orient un recul tout à fait extraordinaire. Les Japonais aimeraient bien presque pousser les Américains, mais ça marche pas. On parle d'une prochaine visite du président Macron. Il attendait le Congrès pour y aller. Quel conseil vous lui donneriez avant son départ? Oh, je crois qu'il faut être franc maintenant. On a accumulé tellement de bêtises et tellement de faiblesses aux deux sens du terme, à tous les sens du terme, que je vois pas bien ce qu'on peut faire. Peut-être s'appuyer sur quelques secteurs économiques où on n'est pas mauvais. On leur a vendu de la joie, je ne sais plus. Club Med. Voilà, c'est ça, le Club Med. Voilà, des choses comme ça. Mais je vois pas bien maintenant ce qu'on peut faire. La seule chose, c'est l'Europe, disons. C'est l'Europe avec les Allemands. Vous pensez que la Chine prend la France au sérieux ou que c'est devenu une quotité négligeable? Nous serions une quotité négligeable s'il n'y avait pas ce goût que les Chinois ont, non seulement pour les États-Unis, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, mais également pour les autres pays où il fait bon vivre. Donc la France, l'Italie, ça compte quand même quelque chose. Maintenant que les Chinois ont du temps pour réfléchir à la joie dans la vie, etc., etc., finalement, les défauts de la France lui servent. Et les Chinois ne voudront jamais complètement du mal à la France. J'ai du mal à vous trouver d'autres éléments positifs. Bien, c'est sur ce constat relativement pessimiste qu'on conclura. Merci Jean-Luc Devenac pour cette vision de la Chine, vision un peu contrastée par rapport à ce que l'on lit ou on entend habituellement. Merci à vous.